Jim Rohn, l'un de mes plus grands exemples, disait avec une conviction profonde: le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre propre développement. Il l'a incarné toute sa vie et son influence continue d'élever des millions de personnes à travers le monde entier. Grandir soi-même pour faire grandir les autres, voilà la véritable loi de la contribution. Voilà le sens d'une vie pleinement utile et accomplie. Grandir, c'est choisir. Dans les 15 principes inestimables de la croissance, John Maxwell nous montre comment progresser avec intention, discipline et foi profonde. Si ce résumé t'inspire, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour que d'autres puissent aussi grandir et s'élever. Bienvenue sur Succès Livre Audio, l'endroit où les grandes idées transforment les vies. Le potentiel, quel mot magnifique et puissant. Il évoque l'avenir, la promesse d'accomplissement et la grandeur possible en chacun de nous. Pourtant, il existe un danger redoutable, celui du potentiel non réalisé. Comme le raconte l'histoire bouleversante de ce père qui rêvait de chanter, mais qui est parti de ce monde avec sa musique encore enfouie en lui, ne pas atteindre son potentiel, c'est laisser s'éteindre une mélodie que personne n'aura jamais entendue. Quelle tristesse immense que de porter en soi une richesse que l'on n'aura jamais partagée. Mais si tu écoutes ces mots en ce moment précis, c'est que tu désires grandir, que quelque chose en toi aspire à quelque chose de plus grand. Et la croissance, voilà la clé de tout. Elle demande une intention claire et renouvelée chaque matin, un effort quotidien constant, car on ne change pas sa vie sans changer ce que l'on fait chaque jour avec ses heures et son énergie. Grandir, c'est découvrir son objectif profond, renforcer son caractère, améliorer ses relations avec les autres, développer ses compétences essentielles et nourrir son âme de ce qui compte vraiment. Ce livre te propose des lois simples mais puissantes, des exercices concrets et un chemin à suivre avec persévérance. Avance pas à pas, semaine après semaine, et tu seras véritablement surpris de voir jusqu'où ton potentiel peut te conduire lorsque tu lui en donnes enfin la permission. La première loi est celle de l'intentionnalité. La croissance ne survient jamais par accident ou par hasard. Un simple déjeuner en 1972 a profondément transformé ma vision de la vie et de ce que signifie vraiment réussir. Ce jour-là, Kurt Campmere m'a posé une question que personne ne m'avait jamais adressée auparavant. As-tu un plan pour ta croissance personnelle ? Ma réponse fut embarrassante et révélatrice en même temps. J'avais des objectifs ambitieux, je travaillais avec acharnement, je cumulais les activités et les responsabilités, mais je n'avais absolument aucun plan structuré pour devenir meilleur en tant que personne. Ce fut une révélation qui changea tout. Mon approche du succès reposait uniquement sur l'effort brut et l'espoir vague. Or, travailler plus dur ne garantit rien en soi, et l'espoir seul n'est jamais une stratégie suffisante pour aller là où l'on veut vraiment aller. À ce moment précis de ma vie, j'étais jeune, tout juste 24 ans, et j'avais obtenu une opportunité prestigieuse dans ma carrière naissante, mais je savais avec une certitude intérieure troublante que si je ne grandissais pas intérieurement, si je ne devenais pas meilleur en profondeur, j'échouerais tôt ou tard malgré tous mes efforts apparents. Kurt me présenta alors un kit de croissance, un programme structuré et complet pour développer l'attitude positive, les objectifs clairs, la discipline quotidienne et la cohérence dans l'action. Le coût me paraissait énorme, presque insupportable à ce stade de ma vie, près d'1 mois de salaire entier, mais je compris immédiatement que c'était l'investissement le plus décisif que je puisse faire pour mon avenir. Avec ma femme Margaret, nous avons économisé sou par sou pendant de longues semaines, et au bout de 6 mois de privation consentie, j'ai pu acquérir ce programme. Ce choix fut absolument déterminant dans toute la trajectoire de ma vie. En ouvrant ce kit pour la première fois, j'ai découvert les bases fondamentales de la croissance intentionnelle. Ces principes en apparence simples ont pourtant ouvert une brèche lumineuse dans mon existence. Par cette fissure nouvelle, j'ai aperçu des possibilités de progrès que je n'avais jamais imaginées auparavant.
Depuis ce jour mémorable, ma croissance personnelle a façonné ma destinée bien plus que n'importe quel talent naturel ou opportunité extérieure. Mais grandir n'est pas naturel ni automatique pour un adulte. Contrairement à l'enfance où le corps évolue automatiquement sans effort conscient, l'esprit et le caractère ne se développent pas seuls. La croissance doit être intentionnelle, délibérée, constamment choisie. Le piège redoutable, c'est que la plupart des gens se heurtent à des croyances erronées qui les maintiennent immobiles dans leur vie, alors même qu'ils souhaitent avancer. Ce sont ce que j'appelle les pièges à écart de croissance, ces fossés invisibles qui séparent ce que nous sommes de ce que nous pourrions être. Le premier est l'écart d'hypothèse. Croire naïvement que nous allons grandir automatiquement avec le simple passage du temps. Mais, comme le disait Bruce Springsteen avec une lucidité saisissante, un moment vient où tu dois arrêter d'attendre l'homme que tu veux devenir et commencer à être cet homme dès aujourd'hui, maintenant, sans plus tarder. La croissance n'arrive jamais par accident ou par la seule force du destin. Elle exige un engagement conscient, renouvelé et soutenu chaque jour, sans exception. Le second est le déficit de connaissance, cette pensée paralysante qui dit « je ne sais pas comment grandir ». Après ma rencontre transformatrice avec Kurt, j'ai interrogé tout mon entourage avec curiosité et espoir. Personne autour de moi n'avait de plan de croissance personnelle. Beaucoup apprennent seulement à travers les épreuves douloureuses, une école des coups durs, parfois cruelle et terriblement inefficace comme méthode unique d'apprentissage. Mais il existe une voie bien meilleure et plus éclairée, celle qui consiste à définir consciemment les domaines où l'on veut progresser, à choisir délibérément ce que l'on va apprendre et à persévérer avec une discipline constante et joyeuse. Ce fut ma démarche et elle a ouvert mon horizon d'une façon que je n'aurais jamais anticipée. Vient ensuite l'écart de temps, cette pensée qui dit « ce n'est pas encore le bon moment pour commencer ». Nous décidons souvent de changer sans jamais vraiment passer à l'action concrète. Comme le disait mon père avec une grande sagesse pratique, entre décider et faire, il y a une différence fondamentale qui change tout. Plus on tarde à agir, moins on finit par agir. C'est la loi implacable de l'intention décroissante. Pour grandir véritablement, il faut commencer maintenant, aujourd'hui, même si l'on ne se sent pas encore totalement prêt. Un autre obstacle majeur est l'écart d'erreur, la peur paralysante de se tromper et de paraître ridicule. Mais la croissance passe nécessairement par des erreurs, des maladresses et des tâtonnements. Chaque échec est simplement une façon différente d'apprendre quelque chose que l'on ne savait pas. J'ai moi-même écrit Failing Forward pour transmettre cette vérité libératrice. Avancer, c'est accepter de trébucher sur le chemin sans en avoir honte. De même, l'écart de perfection paralyse ceux qui veulent trouver le moyen parfait avant de se lancer. En réalité, le chemin se révèle toujours en avançant, comme une route dans la nuit où l'on ne voit que quelques mètres devant soi à la fois. La solution est simple et libératrice. Commence maintenant, et le reste se dévoilera naturellement à mesure que tu avances. Le manque d'inspiration constitue un autre frein très courant. Beaucoup attendent de ressentir une grande motivation avant d'agir. Mais la motivation authentique vient après l'action, jamais avant elle. Fais-le, écrivait un auteur anonyme avec une sagesse profonde. Et le désir sincère de continuer viendra de lui-même. Au début de mon parcours, je n'avais pas d'élan particulier, ni de passion évidente, seulement la conviction tranquille que cela valait la peine d'essayer. Avec le temps et les premiers résultats, l'envie de poursuivre s'est installée naturellement et durablement. Un piège fréquent est aussi l'écart de comparaison. Quand on se mesure constamment aux autres, on finit toujours par se sentir inférieur ou insuffisant d'une façon ou d'une autre. J'ai souvent été intimidé par des leaders bien plus expérimentés et accomplis que moi. Pourtant, c'est précisément grâce à ces personnes que j'ai le plus appris et que j'ai pu grandir le plus rapidement. Sortir de sa zone de confort est toujours difficile et inconfortable, mais c'est la seule voie véritable pour progresser de façon significative. Enfin, il y a l'écart d'attente,
Cette illusion qui nous fait croire que la croissance sera facile et sans effort réel. La réalité est bien différente et bien plus exigeante. Tout succès durable repose sur une équation simple mais rigoureuse. Préparation, croissance, attitude, opportunité et action cohérente. La croissance authentique demande du temps et de la persévérance, comme le répétait Jim Rohn avec conviction. Tu ne peux pas changer de destination du jour au lendemain, mais tu peux changer de direction dès aujourd'hui même, et c'est cela qui change tout sur le long terme. Ces croyances fausses entretiennent le fossé douloureux entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions être si nous choisissions de nous engager vraiment. Pour combler cet écart, il faut choisir délibérément et courageusement la croissance intentionnelle. Mais comment amorcer ce changement profond? Tout d'abord, pose-toi la grande question maintenant, sans plus attendre. Jusqu'où puis-je réellement aller si je m'en donne les moyens? La croissance est un voyage magnifique qui dure toute une vie. Plus tôt tu commences, plus les résultats s'accumulent et se multiplient de façon exponentielle. Ensuite, fais-le maintenant, pas demain ni la semaine prochaine. N'attends pas que toutes les conditions soient parfaitement réunies, car elles ne le seront jamais complètement. La croissance est un processus progressif et imparfait, mais elle exige une décision immédiate et ferme pour démarrer. J'ai appris au fil des années que le mieux que l'on puisse faire est de tirer le maximum de ce que l'on a reçu en investissant en soi pour devenir la meilleure version possible de soi-même. Plus tu développes tes talents et tes qualités profondes, plus ton potentiel s'élargit et plus tu peux aller loin sur le chemin de ta vie. Au fond, la croissance personnelle est avant tout un engagement solennel envers soi-même. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures favorables, mais d'un choix intérieur, profond et renouvelé. Celui de s'améliorer chaque jour intentionnellement, même un tout petit peu. Elle transforme nos compétences, nos relations, notre vision de la vie et notre capacité à saisir les opportunités qui se présentent sur notre chemin. Elle demande du courage pour affronter honnêtement ses erreurs, de la discipline pour maintenir l'effort dans la durée et de l'humilité sincère pour apprendre des autres sans ego. Aujourd'hui encore, je regarde en arrière avec gratitude et je mesure l'impact colossal de cette décision prise dans ma jeunesse lors de ce déjeuner mémorable. Si je n'avais pas choisi la croissance intentionnelle à ce moment crucial, ma vie aurait pris une toute autre direction, bien plus ordinaire et bien moins significative. Ce choix courageux a façonné mon caractère en profondeur, élargi mon influence sur des millions de personnes et donné un sens plus profond à toute mon existence. En résumé, le secret n'est pas de travailler plus dur en accumulant les heures, ni d'espérer que le temps ou la chance arrangera tout. Le véritable secret réside dans une décision claire et courageuse, celle de grandir intentionnellement chaque jour sans exception. À partir de là, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, les occasions se multiplient et notre potentiel commence enfin à se réaliser pleinement. La deuxième loi est celle de la conscience. Tu dois te connaître pour grandir. En 2004, le film 50 dates avec Adam Sandler et Drew Barrymore racontait l'histoire touchante d'une femme incapable de créer de nouveaux souvenirs après un grave accident. Chaque jour, elle revivait le passé comme si rien n'avait jamais changé autour d'elle. Si la trame semble légère et romanesque, elle rappelle pourtant un cas réel et bien plus dramatique, celui d'Henry M., étudié par les neuropsychologues depuis les années 1950. Henry souffrait d'épilepsie sévère et invalidante. À un certain âge, il subit une opération expérimentale qui supprima ses crises, mais le priva définitivement de mémoire à court terme. Il était désormais incapable de retenir la moindre nouvelle information. Il ne se souvenait ni des médecins qui le soignaient quotidiennement, ni de ce qu'il avait mangé quelques heures plus tôt, ni même du chemin menant à sa nouvelle maison. Sa vie resta figée dans le temps, sans possibilité d'apprentissage ni de croissance véritable. Tragédie humaine bouleversante, mais aussi illustration puissante d'un principe fondamental.
Sans conscience de soi et sans capacité d'apprentissage, aucune évolution réelle n'est possible. De la même manière profonde, une personne qui cherche à grandir sans vraiment se connaître ressemble à Henri M. Elle reste prisonnière de l'instant présent, incapable de progresser vers quelque chose de plus grand et de plus accompli. Pour évoluer vraiment, il faut d'abord se situer honnêtement, savoir qui l'on est vraiment, quelles sont ses forces authentiques, ses faiblesses réelles, ses passions profondes et ses possibilités concrètes. Se connaître, c'est lire le fameux « Vous êtes ici sur une carte » avant de pouvoir tracer son chemin avec clarté et direction. Sans cette connaissance de soi, impossible de définir une direction juste et encore moins d'atteindre son potentiel véritable. L'auteur distingue 3 types de personnes face à leur orientation de vie. Premièrement, ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur existence. Confus et sans but clair, ils manquent de direction et se contentent de dériver au gré des circonstances. Leur potentiel reste profondément inexploité, faute de clarté intérieure. Deuxièmement, ceux qui savent ce qu'ils aimeraient faire, mais ne passent pas à l'action concrète. Bloqués par la peur, la paresse ou le poids des responsabilités, ils vivent dans une frustration permanente et douloureuse entre leur réalité quotidienne et leurs aspirations profondes. Troisièmement, ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui le font avec détermination. Ces personnes alignent passion, action et objectifs avec une cohérence remarquable et inspirante. Leur vie est riche de sens, car elles avancent dans la voie pour laquelle elles se sentent véritablement créées et appelées. La majorité des gens, cependant, restent dans la première catégorie, sans en être vraiment conscients. Le problème n'est pas tant le manque de désir que l'absence de clarté intérieure sur soi-même. Ces personnes ne se connaissent pas suffisamment pour pouvoir définir une trajectoire de vie cohérente et significative. Et se connaître n'est pas toujours simple ni immédiat, c'est un travail de toute une vie. Déjà en 1907, Woodrow Wilson observait avec acuité que la société vivait dans la confusion et la dispersion, agitée de toutes parts mais sans vision claire, manquant de direction vraiment réfléchie et choisie. Ces paroles résonnent avec une force étonnante encore aujourd'hui. Le défi est circulaire et fascinant à la fois. Pour développer son potentiel, il faut se connaître. Mais pour se connaître profondément, il faut croître. La solution est donc d'explorer la croissance tout en explorant son identité en parallèle. Autrement dit, avancer pas à pas, laisser ses passions guider ses premiers choix, puis affiner son chemin grâce à l'expérience accumulée et à l'apprentissage continu. L'auteur illustre cela magnifiquement par son propre parcours personnel. Sa passion initiale était le ministère et le service des autres. Il décida donc de grandir dans des domaines essentiels à ce rôle, les relations humaines, la capacité à développer les autres, l'attitude positive, le leadership inspirant. En se formant avec détermination et régularité, il découvrit en lui un véritable et profond amour pour le leadership qui devint l'axe majeur de sa croissance personnelle pendant 40 ans de carrière. Peu à peu, d'autres passions et priorités se révélèrent naturellement. La foi, la famille, la communication authentique et la créativité. Ainsi, passion et croissance s'alimentent mutuellement dans un cycle vertueux et continu. Nathaniel Branden, psychothérapeute renommé, résumait ce principe avec une grande élégance. La première étape vers le changement est la prise de conscience lucide. La deuxième est l'acceptation courageuse. Connaître et accepter honnêtement qui l'on est permet de bâtir sur une base solide et authentique. Pour aider à ce processus de découverte de soi, l'auteur propose une série de questions fondamentales et révélatrices. Aimez-vous ce que vous faites aujourd'hui ? Beaucoup de personnes poursuivent un travail qu'elles n'aiment pas réellement. Certes, il faut parfois accepter un emploi alimentaire pour subvenir à ses besoins, mais rester toute une vie dans une activité profondément insatisfaisante mène inévitablement au regret amer. Que voudriez-vous faire si vous étiez libre de choisir ?
Trouver sa passion est intimement lié à l'accomplissement de son potentiel le plus profond. La passion génère une énergie extraordinaire et conduit naturellement à l'excellence. Elle donne un avantage incomparable, car une personne véritablement passionnée vaut bien plus que toutes celles qui ne font qu'un travail intéressant. Pouvez-vous réellement faire ce que vous aimeriez faire? Un rêve n'a de valeur véritable que s'il correspond à ses dons authentiques et à ses opportunités réelles dans le monde. Warren Bennis propose 3 critères essentiels pour vérifier la faisabilité d'un projet ou d'un rêve. Connaissez-vous la différence entre ce que vous désirez et ce dans quoi vous êtes véritablement doué? Savez-vous ce qui vous motive et vous satisfait réellement dans la durée? Vos valeurs et vos priorités sont-elles alignées avec celles de l'environnement où vous souhaitez évoluer? Répondre honnêtement à ces questions essentielles évite de gaspiller sa vie précieuse à poursuivre des illusions qui ne nous appartiennent pas vraiment. Savez-vous pourquoi vous voulez faire ce que vous aimeriez faire? Les motivations profondes sont cruciales dans tout ce processus de découverte. Agir pour de vraies et bonnes raisons fournit une force intérieure inépuisable dans les moments difficiles, favorise des relations saines et durables et clarifie la vision de ce que l'on veut vraiment construire dans sa vie. Carl Jung l'exprimait avec une grande beauté. Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre cœur. Qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. La croissance personnelle est à la fois un chemin intérieur profond et une discipline pratique quotidienne. Elle demande d'écouter son cœur avec attention, de comprendre ses dons uniques, d'aligner ses valeurs et ses motivations, puis d'agir avec intentionnalité et constance renouvelée. La 3e loi est celle du miroir. Tu dois voir la valeur en toi-même pour ajouter de la valeur à toi-même. Chaque être humain porte en lui les graines précieuses du succès. Ces graines sont uniques et extraordinaires, mais elles ne poussent pas toutes seules sans être cultivées avec soin. Elles ont besoin d'être arrosées, nourries et protégées des mauvaises herbes du doute et de la peur. Pourtant, trop de gens passent entièrement à côté de cette croissance magnifique et quittent ce monde sans avoir libéré le potentiel qui sommeillait silencieusement en eux. Pourquoi cette tragédie se répète-t-elle si souvent? Parce qu'ils ne croient pas en eux-mêmes avec suffisamment de force et de conviction. Parce qu'ils se voient à travers le prisme douloureux de leurs blessures, de leurs échecs passés et des paroles négatives qui les ont façonnés dès leur enfance. C'est ce qui arrive lorsque l'estime de soi s'éteint progressivement. Les possibilités, aussi vastes et belles soient-elles, restent comme une terre en friche, abandonnée. L'histoire de Jonathan McSwain illustre à merveille cette réalité universelle et profondément humaine. Jonathan n'a pas grandi avec des rêves d'avenir, mais avec des cicatrices profondes et douloureuses. Rejeté par sa mère, élevé dans un foyer où les abus faisaient partie du quotidien, il a grandi persuadé de n'avoir aucune valeur intrinsèque en tant que personne. À 5 ans seulement, il croyait déjà être une enfant abandonnée et inférieure aux autres. Les années suivantes n'ont fait que renforcer cette conviction destructrice et paralysante. Quand d'autres imaginaient un avenir radieux, il se contentait de survivre au jour le jour, sans espoir véritable. Il a quitté l'école tôt, vivait de l'aide sociale et semblait condamné à répéter les schémas douloureux qu'il avait connus. À 30 ans, le miroir est devenu son juge impitoyable et révélateur. Ce jour-là décisif, il a compris qu'il n'avait rien à célébrer. Pas de maison, pas d'argent, pas d'avenir visible. Juste 2 garçons qu'il risquait de voir répéter le même schéma destructeur que les hommes de sa famille. Alors, il a pris la décision la plus courageuse de sa vie, celle de changer profondément. Pas seulement pour lui-même, mais pour ses enfants qui méritaient mieux. Son premier pas fut le plus difficile de tous. Reprendre ses études à l'âge adulte malgré la honte et la peur du regard des autres. Il a échoué d'1 demi-point à l'examen, mais il a persisté avec une détermination nouvelle et a finalement réussi. Puis, il a quitté Birmingham pour Atlanta, décidé à recommencer sa vie sur des bases entièrement nouvelles.
Pour la première fois de son existence, il osait rêver d'université. Il avait 33 ans lorsqu'il a franchi les portes de Kennesaw State avec un mélange d'intimidation et d'espoir. Et puis un jour magnifique, un déclic. En entendant une camarade dire « Je ne m'aime pas », il a répondu spontanément et avec une sincérité qui le surprit lui-même « Tu peux t'aimer si moi j'ai appris à m'aimer ». Pour la première fois de sa vie, il prenait conscience qu'il s'aimait vraiment. Sa transformation intérieure était pleinement en marche. 3 ans plus tard, il obtenait sa licence, puis une maîtrise en travail social. Aujourd'hui, il poursuit un doctorat avec passion et détermination. Il est devenu celui qu'il voulait être. Cette histoire remarquable n'est pas seulement celle d'une personne, mais une leçon universelle pour chacun d'entre nous. Quand on commence sincèrement à se valoriser, tout change dans sa vie. L'estime de soi est la clé qui ouvre la porte du potentiel. Zig Ziglar l'a dit avec une grande justesse et profondeur. Il est impossible de se comporter constamment d'une manière incompatible avec la façon dont nous nous percevons. Si nous nous voyons petits et insignifiants, nous agirons petits. Si nous nous voyons incapables, nous nous arrêterons avant même d'avoir vraiment commencé. L'image que nous avons de nous-mêmes fixe un plafond invisible mais réel à notre réussite possible. L'auteur propose des chemins concrets pour briser ce plafond. La première étape consiste à veiller avec soin sur son discours intérieur. Chacun de nous se parle sans cesse dans le silence de son esprit. Ce langage intérieur peut être une source de force extraordinaire ou un poison dévastateur. La deuxième étape est d'arrêter les comparaisons stériles avec les autres. La seule comparaison utile est avec soi-même d'hier. Suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier? Ai-je progressé, même légèrement? La troisième étape est de dépasser ses croyances limitantes. Ces barrières intérieures ne sont que des illusions que nous avons créées et que nous pouvons défaire. La quatrième étape consiste à ajouter de la valeur aux autres autour de soi. Rien n'élève autant l'estime de soi que le fait de contribuer positivement à la vie de quelqu'un d'autre. La cinquième étape est de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile et coûteux. Car la vérité est claire et implacable. Personne ne peut dépasser l'image qu'il a de lui-même. Si tu crois valoir peu, tu vivras en dessous de tes possibilités réelles. Mais si tu choisis de croire en ta valeur profonde, tu libéreras une énergie transformatrice et insoupçonnée. La quatrième loi est celle de la réflexion. Apprendre à faire une pause permet à la croissance de te rattraper. Il existe de nombreuses manières de grandir dans la vie, mais certaines leçons ne se révèlent que lorsque nous nous arrêtons un instant pour les accueillir vraiment. C'est ce que l'auteur a découvert. En mars 2011, lors d'un voyage en Ukraine, invité à parler devant des milliers d'hommes d'affaires à Kiev, il rencontre son traducteur peu avant son discours. Ce dernier lui confie avec franchise que dans ce pays profondément marqué par le communisme et la corruption, les gens n'ont plus confiance en leurs dirigeants. Cette remarque résonne profondément en lui et le touche au cœur. Il se retire un instant pour réfléchir avec calme. La tristesse l'envahit en pensant à ces hommes et femmes découragés, abattus par des décennies de cynisme et de désillusions accumulées. Alors, il se pose une question simple mais essentielle. Que pouvait-il leur offrir de vraiment précieux? La réponse était simple et belle. Son cœur sincère. Il pouvait leur dire qu'il comprenait leur réalité difficile et leur montrer qu'il existe une voie plus haute, celle du leader qui ajoute de la valeur à la vie des autres avec amour et générosité. Ainsi, il adapte son discours avec une sincérité totale. Dès le début, il répète une phrase simple mais profondément vraie. « Je m'appelle John et je suis ton ami ». Les auditeurs, d'abord méfiants et fermés, finissent par attendre cette phrase avec impatience, puis par la répéter entre eux avec émotion. Petit à petit, la glace se brise magnifiquement et le lien humain se crée. Ce jour-là, il n'a pas simplement parlé, il a ajouté de la valeur réelle, et cela n'aurait jamais été possible sans un arrêt
une pause de réflexion sincère. Trop souvent, nous croyons que l'expérience seule est le meilleur professeur. Mais l'expérience seule ne suffit pas à nous faire vraiment grandir. Ce qui enseigne réellement et profondément, c'est l'expérience évaluée et réfléchie. Vivre sans réfléchir, c'est passer à côté de ses propres leçons les plus précieuses et les plus transformatrices. L'auteur distingue 4 dimensions essentielles de cette réflexion. L'enquête, chercher au cœur de ces individus, l'expérience, les vérités qu'elle recèle. L'incubation, laisser une idée mijoter lentement dans son esprit jusqu'à ce qu'elle révèle un sens plus profond. L'éclairage, ce moment merveilleux où la compréhension jaillit soudainement comme une lumière dans l'obscurité. L'illustration, donner chair aux idées en les reliant à des histoires et des exemples concrets. Ces dimensions font de la réflexion un outil puissant de transformation personnelle. Mais comment nourrir cette réflexion salutaire au quotidien? Par les bonnes questions posées à soi-même. L'auteur insiste, ce sont les bonnes questions qui mènent aux meilleures réponses transformatrices. Il partage quelques-unes de ses propres interrogations profondes. Quel est mon plus grand atout? Pour lui, c'est son attitude positive héritée de son père. Quelle est ma plus grande faiblesse? Les attentes irréalistes qui sous-estiment le temps nécessaire. Quel est mon plus haut sommet? Sa famille bien-aimée. Quel est mon plus bas creux? Ironiquement, aussi la famille, car aimer profondément signifie accepter de ne pas contrôler les choix des siens. Ces questions et leurs réponses honnêtes nourrissent la croissance de façon profonde et durable. La réflexion est comme une pause qui rafraîchit l'esprit et revitalise l'âme. Elle éclaire l'esprit, nourrit ce qui compte vraiment et oriente l'action vers ce qui est essentiel. Faire une pause, ce n'est jamais perdre du temps, c'est en gagner de la façon la plus intelligente qui soit. C'est permettre à la croissance de nous rattraper et de nous transformer. Ainsi, la loi de la réflexion s'impose comme une étape absolument essentielle de toute croissance personnelle authentique et durable. Merci d'écouter ce résumé sur Succès Livre Audio. La suite magnifique de ce voyage de croissance t'attend dans la prochaine partie. La 5e loi est celle de la cohérence. La motivation te fait avancer, mais la discipline te permet de grandir durablement. Quand j'ai commencé à parler en public, je croyais sincèrement que la clé du changement se trouvait dans la motivation. Je me voyais comme un catalyseur d'énergie, quelqu'un capable d'allumer une flamme vive dans le cœur des gens. Et à vrai dire, j'y parvenais souvent avec un certain succès. J'adorais voir les visages s'illuminer et sentir l'enthousiasme monter dans la salle comme une vague. Parfois, je plaisantais en disant que je voulais tellement inspirer les gens qu'ils seraient prêts à charger l'enfer avec un simple pistolet à eau. Mais avec le temps et l'expérience accumulée, une vérité plus subtile et plus profonde s'est imposée à moi, avec une clarté impossible à ignorer. L'effet de la motivation, aussi intense et puissant soit-il sur le moment, ne dure jamais très longtemps. Je voyais des personnes repartir avec des étoiles, plein les yeux, gonflées de bonnes intentions et de résolutions magnifiques, puis revenir quelques mois plus tard, exactement là où elles en étaient avant ma conférence. Leur énergie avait fondu comme neige au soleil, leur résolution s'était dissipée sans laisser de traces durables. J'ai fini par comprendre une vérité fondamentale que j'aurais aimé saisir bien plus tôt. Si la motivation allume le feu de l'action, seule la discipline entretient la flamme sur la durée. C'est ainsi que j'ai découvert ce que j'appelle la loi de la cohérence. Sans constance répétée, il n'y a pas de croissance vraiment durable. On peut être profondément motivé un jour et totalement découragé le lendemain selon les circonstances. On peut décider aujourd'hui de changer sa vie et oublier ses belles résolutions dès le lendemain matin. Mais quand on apprend à répéter jour après jour les petites disciplines qui nourrissent la vie et alimentent la croissance, alors la transformation profonde devient non seulement possible, mais inévitable. La cohérence, voilà le véritable secret de ceux qui vont loin et qui laissent une empreinte durable dans leur domaine.
Au fil de mes années d'enseignement et de formation, j'ai souvent invité les gens à se poser 4 questions essentielles. Des questions simples en apparence, mais qui ouvrent des portes insoupçonnées sur sa propre vie. La première est celle-ci. Sais-tu ce que tu dois améliorer en toi? La plupart des gens répondent de façon vague et générale. Je veux réussir, je veux être heureux, je veux progresser. Mais ces mots restent trop abstraits pour guider une action concrète et quotidienne. Beaucoup se concentrent uniquement sur leur métier, sur les compétences techniques nécessaires pour accomplir une tâche particulière. Ils oublient que la véritable clé du succès durable n'est pas d'améliorer seulement ce que l'on fait, mais surtout d'améliorer qui l'on est en profondeur. Je l'ai appris à mes dépens au début de ma carrière. Si je m'étais contenté d'affiner mes talents de communicateur et d'orateur, ma vie aurait été limitée à une carrière de conférencier. Mais en travaillant sur moi-même avec détermination, en élargissant ma vision du monde, en cultivant mon caractère jour après jour, j'ai vu s'ouvrir des portes que je n'aurais jamais imaginées. Je suis devenu auteur prolifique, leader influent, bâtisseur d'organisations et mentor pour des milliers de personnes. Ce n'est pas mon métier seul qui m'a transformé, c'est la croissance personnelle intentionnelle et constante. Et cette croissance profonde n'a rien d'automatique ni de facile. Elle demande un choix renouvelé chaque jour, sans exception. La deuxième question est « Sais-tu comment t'améliorer concrètement ?» Là encore, beaucoup se heurtent à une impasse frustrante. Ils sentent profondément qu'ils devraient changer et progresser, mais ignorent par où commencer vraiment. Au début de ma carrière, je croyais que mon rôle se limitait à motiver les autres. Puis, j'ai compris progressivement que je devais aussi enseigner et donner des outils pratiques. Les gens n'ont pas seulement besoin d'énergie et d'enthousiasme, ils ont besoin de direction claire et de méthodes concrètes. Et pour trouver cette direction, il faut accepter d'avancer pas à pas, de célébrer les modestes victoires parce qu'elles préparent et rendent possibles les grandes. J'ai aussi appris avec le temps que la patience est absolument indispensable dans ce processus. Voilà un mot que je n'aimais pas du tout au départ. J'ai toujours voulu que tout aille vite et que les résultats soient immédiats. Mais la vie m'a enseigné avec bienveillance que les choses les plus précieuses et les plus durables prennent du temps à se construire. Toutes les disciplines semblent lourdes et contraignantes au départ, puis deviennent progressivement plus légères à force de pratiques régulières. Les défaites d'hier deviennent les leçons enrichissantes d'aujourd'hui. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, on réalise avec émerveillement que l'on a vraiment grandi. Vient ensuite la troisième question fondamentale. Sais-tu pourquoi tu veux t'améliorer ? Le pourquoi profond est toujours plus fort et plus durable que le comment. Sans lui, tout souffle finit par s'épuiser. C'est lui qui donne du sens aux efforts répétés, aux heures silencieuses et solitaires où rien ne semble changer de l'extérieur. Quand j'étais enfant, ma mère avait une manière simple et efficace de me convaincre d'accepter ce que je n'aimais pas faire. « Mange tes légumes », disait-elle avec douceur, « et tu auras du dessert. » Derrière chaque effort demandé, elle plaçait toujours une raison suffisante pour continuer. Et je crois que c'est l'un des plus grands secrets de la persévérance humaine. Si ton pourquoi est faible et vague, chaque difficulté rencontrée deviendra une montagne insurmontable. Mais si ton pourquoi est fort et ancré dans ce qui compte vraiment pour toi, rien ne pourra vraiment t'arrêter. Il devient ton moteur inépuisable, ta boussole fiable. Il te pousse à recommencer quand tu échoues, à continuer quand tu es épuisé et découragé. Et c'est ce pourquoi puissant qui nourrit la cohérence dans la durée. Enfin, la quatrième question incontournable, sais-tu quand tu dois t'améliorer ? La réponse est toujours la même et ne souffre aucune exception. Aujourd'hui, pas demain, ni après-demain. Pas un jour hypothétique où les circonstances seront enfin plus favorables. Pas quand tu auras plus de temps, plus d'argent ou plus d'expérience. Si tu attends indéfiniment, tu n'agiras jamais vraiment. Le bon moment, c'est maintenant, et seulement maintenant.
La croissance authentique commence aujourd'hui ou elle ne commence jamais vraiment. Au fond, la loi de la cohérence n'est pas un grand secret mystérieux réservé à une élite. Elle se cache dans les petits gestes quotidiens apparemment insignifiants. Lire 15 minutes chaque soir, écrire quelques lignes chaque matin, mettre de côté une petite somme chaque semaine, prendre le temps d'écouter vraiment un proche, boire un verre d'eau de plus. Ce sont des actions si petites qu'elles paraissent dérisoires et sans importance. Mais répétées chaque jour avec constance, elles façonnent un caractère solide et bâtissent une vie remarquable. Le problème majeur, c'est que les résultats ne sont pas immédiats ni visibles au début. Et parce que nous vivons dans un monde de plus en plus pressé et impatient, beaucoup abandonnent avant d'avoir vu la récolte de leurs efforts. Ils s'arrêtent au milieu du chemin sans savoir qu'ils étaient si proches du but et de la transformation. Mais ceux qui persévèrent, ceux qui restent fidèles aux petites disciplines quotidiennes, découvrent un jour avec joie la puissance extraordinaire de la cohérence. Je pourrais résumer cette loi essentielle en une image simple et parlante. La motivation est comme une étincelle qui allume un feu. La discipline, c'est le bois que l'on ajoute régulièrement pour l'entretenir et l'amplifier. Et la cohérence, c'est l'habitude profondément ancrée de toujours revenir nourrir ce feu, jusqu'à ce qu'il devienne un brasier capable d'éclairer toute une vie et d'inspirer toutes celles qui l'approchent. Alors, ne te demande pas si tu es suffisamment motivé aujourd'hui. Demande-toi plutôt si tu es prêt à être cohérent sur le long terme. Car c'est la cohérence, bien plus que la passion passagère, qui te mènera vers ton plein potentiel. La 6e loi est celle de l'environnement. La croissance prospère dans un environnement propice et stimulant. La vie place chaque être humain devant une vérité incontournable. Il vient toujours un moment décisif où il faut changer d'environnement pour pouvoir vraiment grandir et s'épanouir. Cette réalité est évidente pour ceux qui ont grandi dans la souffrance et l'adversité, mais elle concerne tout autant ceux qui évoluent dans des environnements apparemment favorables. Même lorsque tout semble idéal et confortable, le confort lui-même peut devenir un frein insidieux à la croissance. La croissance ne se nourrit pas de repos prolongé, mais de défis constants, de mouvements courageux et d'audace renouvelée. J'ai grandi dans un foyer rempli de chaleur, d'amour et de valeurs solides. Mes parents étaient attentifs et bienveillants, mon éducation solide et mon environnement stable. Pourtant, après moins de 10 ans de carrière, je me suis retrouvé bloqué dans ma progression. Devenu leader d'église à seulement 22 ans, j'étais arrivé trop vite au sommet de mon contexte. Beaucoup auraient vu cela comme une réussite éclatante, mais je découvris rapidement que si tu es toujours en tête de classe, c'est probablement que tu es dans la mauvaise classe pour toi. On progresse davantage et plus vite lorsque l'on se retrouve entouré de personnes plus grandes et plus avancées que soi. Quitter cette église fut une décision douloureuse et coûteuse émotionnellement. Mais mon père lui-même, profondément engagé dans l'organisation, m'encouragea à partir avec sagesse. Il savait qu'on peut changer sans grandir, mais qu'on ne peut jamais grandir sans accepter de changer. Je pris alors le temps d'examiner honnêtement ma situation avec lucidité. J'avais atteint le sommet de mon environnement trop tôt. Je n'étais plus stimulé et je ne voyais plus de perspectives nouvelles devant moi. Il me fallait un sol plus fertile pour continuer à m'élever. On raconte l'histoire d'une femme qui acheta un perroquet, espérant qu'il parlerait. Mais l'oiseau restait désespérément silencieux malgré ses efforts. Sur les conseils du vendeur, elle lui ajouta successivement un miroir, puis une échelle, puis une balançoire colorée. Finalement, le perroquet mourut, faute de ce dont il avait réellement besoin, de la nourriture essentielle. Ainsi en est-il de nous dans notre quête de croissance. Changer des détails extérieurs n'a pas de sens profond si l'on ne nourrit pas ce qui est véritablement essentiel à l'intérieur. Changer de lieu seul ne suffit pas. Il faut aussi se changer soi-même en profondeur. L'un sans l'autre produit peu de résultats tangibles,
mais les deux ensemble accélèrent considérablement la croissance. Je m'étais fixé des règles claires pour avancer, rechercher toujours la compagnie de personnes meilleures que moi dans les domaines qui comptent, chercher des situations qui me défient véritablement et nourrir mes rêves les plus audacieux. Il fallait quitter ma zone de confort avec courage et confiance. J'avais appris le principe du hot poker, l'attisoir brûlant. De la même façon qu'un métal posé au feu finit par devenir brûlant à son tour, nos vies s'élèvent au contact de personnes inspirantes, de lieux stimulants et d'expériences vraiment marquantes. Peu de choses influencent autant notre destinée que les personnes que nous fréquentons régulièrement. Les chercheurs ont montré que 95% de nos réussites ou de nos échecs dépendent directement de notre entourage habituel. Jim Rohn disait que nous devenons la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus dans notre vie quotidienne. Une entraîneuse respectée parlait de la règle des 33%. Un tiers des gens nous tirent vers le bas, un tiers suit le courant sans vraiment nous influencer, un tiers nous tire vers le haut et nous élève. Ce sont avec ces derniers que nous devons chercher à passer davantage de temps précieux. Leur énergie contagieuse, leur sagesse accumulée et leur passion pour la vie nous élèvent naturellement, sans effort conscient. Avoir un partenaire de responsabilité est aussi une aide précieuse et souvent sous-estimée. Il nous garde fidèles à nos engagements quand la tentation de relâcher se fait sentir. Un nouvel environnement, aussi favorable soit-il en apparence, reste stérile si nous ne l'exploitons pas activement et avec intention. Être inscrit dans une salle de sport ne fait pas de nous un athlète accompli. Il faut s'entraîner régulièrement, se dépasser chaque fois, transpirer et persévérer. Je pris l'habitude de rendre publics mes objectifs, car cela m'obligeait à plus de discipline et de sérieux. Chaque semaine, je cherchais une occasion concrète de grandir, une rencontre enrichissante, une lecture stimulante, une conférence inspirante. La croissance ne vient jamais par hasard, mais par une intention répétée, jour après jour, avec constance. Je découvris aussi l'importance cruciale de me concentrer sur le présent, plutôt que de me perdre dans le passé ou de me noyer dans les inquiétudes du futur. Le passé est figé et inaccessible, l'avenir incertain et incontrôlable. Seul le présent nous appartient vraiment. Aujourd'hui commence tout ce qui va arriver dans notre vie, disait Harvey Firestone Jr. avec une grande sagesse. La croissance se construit dans l'instant présent et nulle part ailleurs. Grandir ainsi attire inévitablement des critiques et des jugements de la part de ceux qui restent immobiles. Toute personne qui change de cap courageusement est jugée par ceux qui n'osent pas en faire autant. Emerson avait profondément raison. Quel que soit le chemin choisi, quelqu'un dira toujours que tu as tort. J'avais appris que l'opinion des autres ne doit jamais devenir notre réalité intérieure. Personne n'a donné la permission de poursuivre son propre chemin vers son potentiel. Avec le temps, je compris aussi qu'un leader ne doit pas seulement chercher son propre environnement de croissance, mais aussi en créer un enrichissant pour les autres autour de lui. Le vrai rôle d'un dirigeant n'est pas simplement d'aider ses collaborateurs à bien faire leur travail, mais de bâtir un cadre vivant, peuvent devenir meilleurs qu'ils ne l'auraient imaginé. Un lieu où l'échec est permis et enseignant, où les rêves sont encouragés, où chacun se sent poussé à sortir de sa zone de confort. La loi de l'environnement nous rappelle que la croissance n'arrive jamais par hasard. Elle fleurit dans un terrain consciemment préparé, entretenu et nourri avec soin. La 7e loi est celle du design. Pour maximiser ta croissance, tu dois développer des stratégies personnelles adaptées. Quelle est ta période préférée de l'année? Est-ce Noël avec sa magie particulière? Ton anniversaire? Le printemps quand les fleurs refleurissent? Les vacances d'été bien méritées? Chacun a ses moments de prédilection. Je peux te dire quel est le mien avec certitude. C'est la semaine qui suit Noël. Cette période est pour moi un moment précieux de réflexion profonde et de planification stratégique pour l'année à venir.
Je consacre ce temps à l'évaluation honnête de l'année écoulée et à la définition d'objectifs clairs pour l'avenir qui commence. Je révise minutieusement mon calendrier, j'évalue mes engagements passés et j'identifie les domaines d'amélioration prioritaires. Cette approche stratégique de la vie, bien que profondément personnelle, offre des enseignements universels sur la croissance et la maximisation du potentiel humain. L'un des enseignements les plus précieux tirés de cette période de réflexion est l'importance fondamentale de la simplicité dans les stratégies. Neil Cole soulignait avec justesse l'importance des stratégies personnelles reproductibles et facilement transférables. Cela signifie que les stratégies de croissance doivent être simples à comprendre et faciles à appliquer pour être réellement efficaces dans la durée. De plus, il est essentiel de concevoir sa vie dans sa globalité plutôt que de se concentrer uniquement sur sa carrière professionnelle. La planification de la vie dans son ensemble est indispensable pour que la carrière se déroule naturellement et harmonieusement. Cela implique de se concentrer sur ses valeurs profondes et de prendre des décisions cohérentes avec elles en toutes circonstances. La vie n'est pas une répétition générale que l'on peut refaire à volonté. Il n'y a pas de seconde chance pour faire les choses correctement dès le départ. Il faut donc donner le meilleur de soi dès maintenant. Une étude sur des cadres supérieurs à la retraite révèle que beaucoup regrettaient de ne pas avoir pris davantage en charge leur vie et de ne pas s'être fixé des objectifs plus ambitieux et plus clairs dès leur jeunesse. Cela souligne l'importance cruciale de la proactivité et de la planification stratégique dès que possible dans l'existence. Pour maximiser la croissance personnelle, il est recommandé de multiplier les estimations de temps nécessaires par 2. Cette approche réaliste permet de tenir compte des imprévus inévitables et de maintenir un optimisme ancré dans la réalité. Il est également fondamental de développer des systèmes personnels pour atteindre ces objectifs de façon prévisible. Les systèmes permettent d'obtenir des résultats extraordinaires et répétables. Ces systèmes efficaces et robustes tiennent compte de la vue d'ensemble, utilisent les priorités clairement définies, incluent des mesures concrètes de progression, incluent l'application pratique et emploient une organisation intelligente du temps et de l'énergie. Ils favorisent également la cohérence dans l'action quotidienne. Stephen Covey soulignait l'importance de commencer chaque projet avec la fin en tête clairement visualisée. Il faut se concentrer avec discipline sur les domaines véritablement essentiels à la réussite souhaitée. Brian Tracy soulignait également l'importance de se demander régulièrement quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps en ce moment précis. La mesure régulière de ses progrès est aussi essentielle. Il faut savoir honnêtement où l'on se trouve, où l'on veut aller, et estimer lucidement ses chances réelles d'y parvenir dans le temps imparti. La cohérence dans l'action est fondamentale pour réussir sur le long terme. Le secret de la réussite durable se trouve dans la routine quotidienne bien choisie et maintenue. Un professionnel du golf a développé un système remarquable et a eu la discipline ferme de le suivre avec rigueur chaque jour. Il a enregistré soigneusement ses observations et ses pratiques dans un petit cahier précieux. Il a également personnalisé ses pratiques pour les adapter à ses besoins spécifiques et à ses points de progression. En résumé, la semaine après Noël est une période cruciale pour la réflexion honnête et la planification stratégique de l'année à venir. La simplicité, la planification de la vie entière, la proactivité, le développement de systèmes efficaces, les priorités claires, la mesure régulière, l'action constante et la cohérence sont les piliers de cette méthode puissante. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués avec discipline et constance, peuvent te conduire vers une croissance personnelle significative et une réussite durable. Si tu travailles sur tes objectifs avec méthode, tes objectifs travailleront pour toi en retour. La 8e loi est celle de la douleur. La bonne gestion des mauvaises expériences conduit à une grande croissance intérieure. La vie est une succession de saisons, de joies lumineuses et de douleurs inévitables. Et chacun de nous porte en lui l'empreinte profonde de ces expériences,
surtout celles qui marquent le plus douloureusement. Nous avons tous connu des jours où l'horizon semblait s'assombrir subitement, où la douleur sous ses formes multiples nous a obligés à ralentir, à réfléchir, parfois même à nous arrêter complètement. Mais c'est précisément dans ces moments difficiles que se dessine la vérité, profonde de notre caractère et de notre capacité à rebondir. John McDonnell a dit un jour que chaque problème présente une personne à elle-même avec une honnêteté brutale. C'est une affirmation saisissante de lucidité sur la nature humaine. Au cœur de la douleur, nous découvrons qui nous sommes vraiment, au-delà des masques et des apparences. Sherry McGinn illustre à merveille cette réalité transformatrice. Son histoire n'est pas celle d'une douleur ordinaire, mais d'une tragédie nationale devenue une blessure intime et dévastatrice. Un matin de septembre 2001, son mari Tom, copilote du vol 11 d'American Airlines, est parti travailler comme à son habitude ordinaire. Quelques heures plus tard, Sherry vivait ce que toute épouse redoute, l'annonce brutale et irrévocable de la mort de son compagnon de vie. Tom était à bord du premier avion qui frappa les tours du World Trade Center. En quelques instants terribles, le monde bascula, et la vie de Sherry aussi. Pour toujours. La douleur aurait pu la submerger entièrement, au point de l'anéantir définitivement. Elle aurait pu se perdre dans le désespoir profond, céder à la paralysie ou s'enfermer dans l'amertume pour le reste de ses jours. Mais au contraire, elle choisit un chemin différent et courageux, celui de la résilience. Dans son livre, écrit 3 ans après les attentats, Sherry témoigne avec une lucidité impressionnante et touchante. Aussi injuste et impossible que cela paraisse, nous avons encore du travail à faire après une tragédie. La vie s'arrête un instant, mais elle ne s'arrête pas définitivement. Dans ces mots résonne avec force la loi de la douleur. Accepter l'inévitable, mais refuser de se laisser détruire par lui. Sherry prit soin de ses enfants avec amour, apprit à diriger seule son foyer, affronta les jours de fête désormais vidés de la présence de Tom et transforma progressivement ses faiblesses en de nouvelles forces insoupçonnées. Elle, qui n'avait jamais pris la parole en public, découvrit une voix nouvelle et puissante, portée par le désir sincère de consoler et d'inspirer les autres dans leur propre douleur. Peu à peu, elle s'est relevée avec dignité, et au fil des années, sa douleur, loin de disparaître, est devenue le terreau fertile d'une croissance intérieure remarquable. 10 ans après la tragédie, elle confiait qu'elle était devenue plus forte qu'avant. Voilà le miracle extraordinaire de la douleur bien traversée et bien gérée. Elle forge des êtres nouveaux, plus solides, plus profonds et plus vrais. J'ai moi-même connu des douleurs diverses qui, sur le moment, semblaient être des obstacles insurmontables, mais qui, avec le recul du temps, se sont révélés être des catalyseurs puissants de croissance et de transformation. La douleur de l'inexpérience d'abord. Jeune, je croyais naïvement que le succès serait immédiat, qu'il suffisait de vouloir pour obtenir rapidement. Mais mes premiers pas furent faits de maladresse, de faux pas et d'immaturité. Cette confrontation m'a appris la patience précieuse et l'importance de bâtir la confiance des autres avec le temps et les actes. Puis vint la douleur de l'incompétence révélatrice. Je m'étais lancé dans le conseil, persuadé que je pouvais accompagner les gens alors que je n'avais ni le talent ni les outils nécessaires. J'étais médiocre dans ce rôle, et cela m'a contraint à réorienter mes dons vers ma véritable zone de force. J'ai aussi connu la douleur poignante de la déception. Un enfant que nous devions adopter nous a été retiré au dernier moment. Le vide laissé fut immense et douloureux. Mais cette déchirure précéda l'arrivée de Joël, qui devint une bénédiction inespérée et précieuse. Puis la douleur du conflit organisationnel. Une scission dans une église que je dirigeais mit à nu mes limites de leader et m'obligea à creuser plus profondément dans mon rôle et mes responsabilités. Une crise cardiaque, à 51 ans, m'a brutalement rappelé que la santé ne peut jamais être négligée impunément.
Ce fut un avertissement sévère qui transforma radicalement mon rapport à la discipline personnelle, à l'alimentation et à l'exercice physique. Ainsi, face aux mauvaises expériences inévitables, 5 chemins se dessinent clairement pour transformer la douleur en gain et en croissance. Le premier est celui de l'attitude. Nous ne pouvons pas tout contrôler dans notre vie, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous regardons et interprétons ce qui nous arrive. Une attitude positive et volontaire n'efface pas la souffrance, mais elle la rend féconde et transformatrice. Si nous refusons de sombrer dans le pessimisme et choisissons délibérément l'espérance, alors même les blessures les plus profondes deviennent des portes ouvertes vers quelque chose de plus grand. Le deuxième chemin est celui de la créativité libératrice. La douleur nous pousse souvent hors de notre zone de confort, et c'est précisément là que naissent nos idées les plus neuves et les plus innovantes. Vient ensuite la capacité précieuse à reconnaître la valeur cachée des mauvaises expériences. Sur le moment, elles semblent absurdes, cruelles et insupportables. Mais si l'on accepte de voir plus loin que l'instant présent, on comprend qu'elles sont des terrains d'apprentissage extraordinaires. Le quatrième chemin consiste à changer véritablement après la douleur. La souffrance ne doit pas seulement être supportée stoïquement, elle doit produire une transformation réelle et durable. Rien ne change jamais si nous refusons d'affronter la réalité avec honnêteté. Enfin, le cinquième chemin est celui de la responsabilité assumée. Refuser de se poser en victime permanente, c'est s'approprier pleinement son avenir. Grandir, c'est assumer que même si nous n'avons pas choisi la douleur, nous pouvons toujours choisir ce que nous en faisons. Ceux qui progressent vraiment ne rejettent pas la faute sur les autres, mais acceptent de tracer courageusement un chemin nouveau à partir de là où ils se trouvent. Ainsi, la loi de la douleur se résume dans une vérité simple et puissante. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours ce que nous en faisons ensuite. Les expériences douloureuses sont inévitables dans toute vie humaine, mais elles ne sont jamais inutiles. Elles peuvent être l'occasion précieuse d'apprendre, de se redéfinir, de devenir plus profond, plus solide et plus vrai. Comme le disait William Penn avec une sagesse intemporelle, pas de douleur, pas de palme, pas d'épines, pas de trône, pas de croix, pas de couronne. La vie, avec son lot inévitable de blessures, nous met sans cesse au défi de choisir qui nous voulons être. Certains se contentent de survivre dans la souffrance, d'autres osent prospérer grâce à elle. La différence se joue entièrement dans la manière consciente de traverser la douleur et de la transformer en sagesse. Merci d'écouter ce résumé enrichissant sur Succès Livre Audio. La suite passionnante de ce voyage de croissance t'attend dans la prochaine partie. La 9e loi est celle de l'échelle. La croissance du caractère détermine la hauteur de ta croissance personnelle. Lorsque je rencontrai Jerry Anderson pour la première fois, il ne m'apparut pas seulement comme un homme d'affaires prospère et accompli. Derrière son assurance tranquille et posée se cachait une histoire étonnante, faite d'échecs douloureux, de leçons précieuses, de renouveaux courageux et surtout d'une transformation intérieure profonde qui allait donner un sens nouveau à sa vie et influencer des milliers d'autres personnes à travers le monde. En le côtoyant avec attention, je compris qu'il incarnait parfaitement cette vérité fondamentale. La croissance du caractère précède toujours la croissance personnelle visible. Et c'est cette croissance intérieure qui, à son tour, ouvre les portes du véritable succès durable. Jerry n'avait pas commencé sa vie sous les feux de la réussite facile. Il grandit dans l'Ohio, dans un milieu modeste, et se lança d'abord comme machiniste, travailleur et appliqué dans sa tâche quotidienne. Il savait se montrer sérieux, mais au fond de lui brûlait une ambition que nul emploi routinier ne pouvait satisfaire durablement. Très vite, il se lança dans les affaires, en espérant tracer sa propre route vers la liberté. Mais ses premiers pas furent marqués par des revers cuisants et décourageants. Sa première société, qui distribuait des produits japonais à une époque où cela suscitait la méfiance du public, sombra rapidement.
Refusant de se décourager, Jerry tenta sa chance dans une entreprise de marketing de réseau, mais l'État la ferma brusquement. Plus tard, il lança un journal de petites annonces, puis un magazine immobilier. Là encore, les projets s'éteignirent avant d'avoir vraiment brillé de tout leur potentiel. À ce stade difficile, beaucoup auraient abandonné leurs rêves et se seraient résignés à une vie ordinaire et sans éclat. Jerry, lui, gardait au fond de lui certitude inébranlable qu'il y avait plus à accomplir dans cette vie. Ce qui lui manquait encore, c'était la découverte du fondement même de la réussite durable, le caractère solide. Un jour décisif, sa route croisa celle de John Schrock, un homme d'affaires qui construisait sa vie et ses entreprises sur des valeurs bibliques profondes. John voyait les affaires d'une façon radicalement différente. Pour lui, le succès ne dépendait pas seulement de la stratégie commerciale ou de l'opportunité saisie, mais avant tout de l'intégrité personnelle, de la discipline quotidienne et des valeurs qui guident nos choix en toutes circonstances. Intrigué et touché, Jerry accepta l'invitation de John à se joindre à un petit groupe qui se réunissait chaque semaine pour étudier un mince livret de principes tirés des proverbes. Ce rendez-vous, qui pouvait sembler anodin, changea profondément le cours de sa vie. Il découvrit peu à peu que la véritable clé de la croissance personnelle ne résidait pas dans la recherche effrénée d'occasions, mais dans le travail silencieux et exigeant sur soi-même en profondeur. Alors qu'il commençait à mettre en pratique ces principes de caractère, un changement profond et visible s'opéra dans toute sa vie. Ses affaires reprirent de la vigueur et de l'élan. Sa nouvelle entreprise prospéra au point d'être rachetée par une société plus grande. Pour la première fois, Jerry goûtait à un succès stable et durable, enraciné dans autre chose que la simple opportunité ou la chance passagère. Riche de cette première expérience transformatrice, Jerry retourna ensuite en Ohio où il lança un nouveau magazine immobilier. Cette fois, fort des leçons tirées de ses nombreux échecs et des valeurs qu'il avait profondément intégrées, il connut un essor extraordinaire. Son magazine devint le plus important de tout le pays dans son domaine. À nouveau, son entreprise attira l'attention et fut achetée par une grande société de New York. Ce cycle de création, de croissance et de transmission ne fit que confirmer à Jerry une vérité désormais ancrée en lui. Tout ce qui grandit durablement repose sur la solidité du caractère de celui qui le bâtit. Mais l'histoire remarquable ne s'arrête pas là. Dans les années 1980, Jerry, avec John Schrock et leur ami Bernie, ressentit le besoin profond de transmettre ces principes qui avaient bouleversé leur existence. Ensemble, ils fondèrent une organisation qui visait à partager à travers le monde des tables rondes de valeurs. L'idée était simple et révolutionnaire à la fois. Réunir des personnes chaque semaine autour d'un principe précis, la retenue, l'honnêteté, la patience, l'humilité, l'éthique, la gestion des objectifs, en discuter ouvertement et s'engager à le mettre en pratique concrète dans sa vie. C'est finalement en Amérique latine que le projet trouva un terrain particulièrement fertile. Au Guatemala, les tables rondes attirèrent l'attention des universités, des entreprises, puis même du gouvernement. Le modèle s'étendit ensuite à d'autres pays, en produisant des changements spectaculaires dans les individus et les organisations. Ces expériences confirmèrent une vérité universelle et intemporelle. Les hommes et les femmes sont prêts à suivre un leader non pas pour ses compétences techniques, mais pour la solidité de son caractère. Des études internationales menées par Kouzes et Posner révélèrent que la qualité la plus recherchée chez un leader est l'honnêteté fondamentale. Sans elle, aucune confiance véritable n'est possible. Le général Norman Schwarzkopf le résumait avec une clarté saisissante. Le leadership est une combinaison de stratégie et de caractère. Mais s'il vous faut en abandonner un, abandonnez la stratégie. Car c'est presque toujours l'absence de caractère et non l'absence de compétences qui fait tomber les dirigeants. Pour expliquer ce chemin vers l'intégrité, Jerry évoquait souvent ce qu'il appelait l'échelle du caractère, composée de 5 échelons essentiels. Le premier consiste à être meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur.
car les victoires intérieures précèdent toujours les victoires visibles de l'extérieur. Le second invite à pratiquer la règle d'or, traiter les autres exactement comme on aimerait être traité soi-même en toutes circonstances. Le troisième est de n'enseigner que ce que l'on croit réellement et profondément. Les croyances simplement empruntées n'engendrent ni passion authentique, ni transformation véritable. Le quatrième échelon est l'humilité sincère, cette capacité précieuse à rester enseignable, à reconnaître honnêtement ses faiblesses, à servir plutôt qu'à se servir. Enfin, le cinquième consiste à bien finir sa course. Beaucoup commencent avec enthousiasme, peu terminent leur course fidèlement jusqu'au bout. Mais la véritable grandeur se mesure non pas au départ glorieux, mais à l'arrivée fidèle. En Colombie, par exemple, cette organisation fut invitée à former plus de 11 000 gardiens de prison. Les résultats dépassèrent toutes les attentes les plus optimistes. La violence diminua considérablement. Les meurtres au sein des prisons chutèrent de façon significative et certains détenus commencèrent à exprimer le désir profond de ressembler à leurs gardiens plutôt qu'à leurs compagnons d'infortune. Plus tard, même l'armée colombienne demanda une formation sur les valeurs, reconnaissant qu'un soldat discipliné mais sans caractère solide est une arme dangereusement instable. L'influence s'étendit à 44 pays, touchant directement plus d'1 million de personnes. Jerry, autrefois simple en quête d'une réussite financière, était devenu l'artisan d'une transformation culturelle à grande échelle et durable. À travers la vie extraordinaire de Jerry, je compris que le caractère n'est pas un luxe réservé aux idéalistes rêveurs, mais la condition même de toute réussite vraiment durable. Ceux qui négligent ce fondement construisent leur maison sur du sable mouvant. Tôt ou tard, tout s'effondre inévitablement. Ceux qui l'embrassent et le cultivent bâtissent sur le roc. La 10e loi est celle de l'élastique. La croissance s'arrête lorsque tu perds la tension entre où tu es et où tu pourrais être. Il arrive un moment dans la vie de tout homme où le confort devient une prison invisible et dorée. On croit avancer, mais en réalité, on tourne en rond dans un cercle étroit, limité par ses habitudes confortables, ses certitudes rassurantes et ses peurs inavouées. Pour grandir véritablement, il faut consentir à l'inconfort, accepter courageusement de franchir la barrière de ce qui nous rassure et entrer dans le territoire inconnu de l'étirement. Je l'ai découvert très tôt dans ma vie et cette découverte a façonné toute ma trajectoire. Je me souviens encore de mes premières années de ministère avec une clarté vive. Tout semblait déjà bien établi et confortable. J'avais une communauté fidèle, un rythme de vie stable, une certaine reconnaissance dans mon milieu. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose murmurait avec insistance. Si tu restes ici, tu ne connaîtras jamais ce que Dieu a vraiment préparé pour toi. La voix de l'appel n'est pas toujours douce et rassurante. Parfois, elle brûle et dérange profondément. Elle pousse à quitter ce qui est suffisant pour chercher ce qui est véritablement grand et digne de son plein potentiel. Cet étirement, je l'ai ressenti dans ma chair, dans mon cœur et dans mon esprit, comme une main invisible qui me tirait toujours plus loin vers l'avant. L'étirement n'est jamais confortable ni agréable sur le moment. Il ressemble à l'entraînement rigoureux d'un athlète qui, pour devenir plus fort, doit pousser ses muscles au-delà de leurs limites actuelles avec discipline. Dans ma jeunesse, j'ai vu des sportifs s'imposer une discipline stricte et exigeante, refusant de se contenter de leur performance d'hier. Ils savaient avec certitude que la victoire d'aujourd'hui ne garantit pas celle de demain. Il fallait courir plus vite, soulever plus lourd, se priver de certains plaisirs pour atteindre une couronne incorruptible et durable. J'ai compris que la vie spirituelle et le leadership obéissaient exactement à la même loi exigeante. Si tu ne t'étires pas régulièrement, tu finis inévitablement par rétrécir et diminuer. Il y eut aussi ce moment bouleversant où j'ai compris que le confort prolongé pouvait littéralement tuer. Un ami proche, autrefois vigoureux et plein de vie,
fut frappé par une crise cardiaque soudaine. Il avait négligé sa santé par confort, pensant qu'il avait encore largement le temps devant lui. Son corps, privé d'exercice et alourdi par des habitudes malsaines, n'avait pas résisté. Cet épisode m'a marqué profondément au fer rouge. L'étirement n'est pas une option luxueuse, c'est une question de survie physique et spirituelle. Refuser de sortir de sa zone de confort, c'est se condamner à une lente agonie physique ou spirituelle. Dans le ministère, l'appel à l'étirement est encore plus pressant et urgent. Je me rappelle mes premières prédications tremblantes devant une petite assemblée. Tout en moi tremblait d'appréhension. J'aurais préféré rester dans l'ombre sécurisante, mais le Seigneur me tirait en avant avec bienveillance et fermeté. Chaque fois que je montais sur l'estrade, c'était un pas courageux de plus hors de ma zone de confort. Puis vinrent les invitations dans d'autres villes, puis dans d'autres pays. L'idée de parler devant des centaines, puis des milliers de personnes me terrifia longtemps. Mais chaque nouvelle étape franchie me montrait la même vérité libératrice. La croissance ne se trouve jamais dans la sécurité confortable, mais toujours dans le risque assumé avec foi. À mesure que Dieu élargissait mes frontières, je compris que l'étirement avait plusieurs visages différents. Parfois, il était intellectuel et me demandait de lire davantage, de m'instruire sans cesse, d'apprendre de nouvelles langues et de comprendre de nouvelles cultures. Parfois, il était émotionnel, car côtoyer des leaders de haut niveau signifiait aussi apprendre à gérer les critiques, les incompréhensions et même les trahisons douloureuses. D'autres fois encore, il était spirituel, car chaque nouvelle responsabilité exigeait une foi plus grande, des prières plus profondes et une consécration plus radicale à ce qui comptait vraiment. Un tournant décisif fut ma rencontre transformatrice avec des leaders internationaux lors de conférences importantes. Moi qui venais d'un milieu modeste, je me retrouvais à la table de rois, de présidents et de pasteurs influents. Tout en moi se sentait petit et insuffisant. Mais c'est précisément là que Dieu m'enseigna que l'humilité sincère et l'apprentissage constant sont les véritables clés de l'élévation durable. Je compris aussi que l'étirement est communautaire et non seulement individuel. Il ne s'agit pas uniquement de soi, mais de ceux que l'on entraîne avec soi sur le chemin. Quand j'ai commencé à enseigner et à former d'autres leaders, j'ai vu à quel point beaucoup vivaient prisonniers de captivités invisibles mais réelles, dépendances diverses, distractions constantes, compromissions sournoises. Pour les aider véritablement, il fallait leur montrer avec amour que la liberté commence toujours par une décision courageuse et ferme. Ainsi, le Seigneur nous étire pour que nous découvrions la véritable mesure de notre appel profond. Alors, je le dis à ceux qui se tiennent au seuil de leur vie, soyez prêts à être étirés au-delà de ce que vous imaginez possible. Ne craignez pas la douleur de l'apprentissage, ni le poids des responsabilités nouvelles, ni les larmes, la séparation nécessaire. Tout cela fait partie du processus par lequel se façonnent les instruments choisis pour accomplir de grandes choses. Car c'est dans l'étirement que l'on découvre la grandeur véritable, et c'est hors de la zone de confort que naissent les vies qui marquent réellement l'histoire. La 11e loi est celle des compromis. Il faut abandonner certaines choses pour pouvoir vraiment grandir. Pour passer au niveau supérieur de sa vie, il faut bien plus qu'une simple vision enthousiasmante, bien plus qu'un travail acharné et bien plus qu'un désir sincère de grandir. Ce qu'il faut absolument, c'est la disposition réelle à abandonner certaines choses que l'on aime profondément et auxquelles on tient le plus. Et croyez-le ou non, c'est bien souvent ce sacrifice précis qui empêche les gens d'aller plus loin dans leur potentiel. Même ceux qui connaissent déjà un certain succès visible se heurtent à cet obstacle. Quand on commence sa carrière avec enthousiasme, les sacrifices paraissent faciles et naturels. Après tout, on n'a pas grand-chose à perdre à ce stade. On serait prêt à tout laisser tomber pour saisir une opportunité prometteuse parce que ce tout est encore bien maigre.
Mais que se passe-t-il lorsque la vie commence à nous sourire généreusement, que nous avons trouvé un emploi stable et bien rémunéré? It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Une maison agréable, une communauté qui nous reconnaît et une certaine sécurité. Serions-nous toujours prêts à abandonner tout cela pour quelque chose d'incertain, mais qui pourrait nous rapprocher de notre véritable potentiel? C'est la vraie question du compromis. Prenons l'histoire inspirante d'Herman Cain. Issu d'une famille modeste dont le père travaillait comme chauffeur, il avait grandi dans l'effort et la ténacité. Diplômé en mathématiques, il commença sa carrière au gouvernement avant d'intégrer Coca-Cola. Pourtant, il savait qu'il n'y serait jamais jugé uniquement pour ses comptes émis, mérites réels. Alors, lorsqu'une opportunité s'ouvrit chez Pillsbury, il saisit sa chance avec courage et quitta le confort d'Atlanta pour s'installer au Minnesota. À Pillsbury, il gravit rapidement les échelons jusqu'à devenir vice-président avant même l'âge qu'il s'était fixé. À 36 ans, il avait un bureau impressionnant au 36e étage, une vue splendide sur la ville et un titre prestigieux. Tout semblait accompli et réussi, mais son cœur lui disait clairement que ce n'était pas encore assez. Il rêvait plus grand, devenir président, le véritable décideur d'une entreprise entière. Mais un obstacle crucial demeurait malgré ses succès apparents. Il n'avait jamais eu la responsabilité directe des profits et des pertes, condition absolument indispensable pour prétendre à une présidence. Son supérieur lui proposa alors un choix audacieux et transformateur. Quitter son poste confortable et prestigieux pour rejoindre Burger King, une filiale de Pillsbury, et y apprendre le métier de terrain depuis le début. Le prix à payer était énorme et visible. Perdre son titre de vice-président, accepter une réduction significative de salaire, renoncer à ses stock-options précieuses,
réapprendre un métier à zéro, jusqu'à retourner derrière un grill pour préparer des hamburgers. C'était une décision qui bouleverserait toute sa vie extérieure. Pourtant, Herman Cain accepta avec une clarté et une sérénité surprenantes. Il enfila l'uniforme avec humilité, rejoignit les jeunes recrues et se remit à l'école de l'apprentissage véritable. De directeur adjoint à gérant de restaurant, puis directeur régional, il avança pas à pas avec constance jusqu'à devenir vice-président de la marque entière. 4 ans plus tard, on lui confia Godfather's Pizza, une filiale en sérieuse difficulté, et il en devint le président redresseur. Herman Cain avait prouvé par sa vie entière une vérité universelle et intemporelle. Il faut abandonner pour pouvoir grandir vraiment. Les compromis, loin d'être des pertes définitives, sont les marches invisibles qui nous permettent de monter toujours plus haut. Mais ces marches sont exigeantes et coûteuses. Elles demandent du confort, de la sécurité et parfois même l'image rassurante que l'on a de soi. La question n'est donc jamais « vais-je perdre quelque chose ?», mais toujours « vais-je grandir grâce à ce sacrifice ?» Il est crucial de comprendre que les compromis ne concernent pas seulement la carrière professionnelle, mais toutes les dimensions de la vie. Parfois, il faut abandonner de vieilles habitudes confortables qui nous empêchent d'avancer. Parfois, il faut renoncer à certaines relations qui nous maintiennent dans nos anciennes limitations. Parfois, il faut lâcher une sécurité apparente pour embrasser un appel plus grand et plus risqué. L'auteur insiste sur une distinction fondamentale et éclairante. Il y a une différence profonde entre ce que l'on doit abandonner et ce que l'on choisit d'abandonner. Les 2 types de renoncement font partie du chemin de croissance, mais le second représente la maturité véritable de celui qui comprend que chaque gain réel exige un don préalable de soi. Les personnes qui réussissent vraiment dans la durée ont tout appris cette loi souvent douloureuse des compromis. Elles n'ont pas atteint leur niveau actuel en gardant tout ce qu'elles avaient au départ. Elles ont atteint ce niveau en acceptant courageusement de laisser partir ce qui n'appartenait plus à leur prochain chapitre de vie. Comme un serpent qui doit muer pour grandir, comme un arbre qui doit lâcher ses vieilles feuilles pour accueillir les nouvelles, la croissance demande toujours ce mouvement libérateur de lâcher prise vers quelque chose de plus grand. Les compromis les plus difficiles ne sont pas ceux qui concernent les mauvaises choses dans notre vie. Ceux-là sont relativement faciles à identifier et à abandonner. Les compromis les plus exigeants et les plus révélateurs de notre caractère concernent les bonnes choses, les choses qui ont bien fonctionné pour nous, les succès du passé, les identités qui nous ont bien servi, les méthodes qui ont produit des résultats. Parfois, le plus grand obstacle à notre prochain niveau de croissance n'est pas notre pire échec, mais notre meilleur succès passé. Car le succès crée des habitudes et des façons de faire qui peuvent devenir des prisons dorées si l'on n'est pas vigilant. L'auteur partage cette conviction avec une force particulière, car il l'a lui-même vécu. À plusieurs moments de sa vie, il a dû abandonner des méthodes qui fonctionnaient bien pour embrasser des approches nouvelles et incertaines. Il a dû renoncer à des rôles qui lui correspondaient pour accepter des responsabilités qui le dépassaient au départ. Et chaque fois, le compromis douloureux a conduit à une croissance qu'il n'aurait jamais connue, restant dans le confort de ce qui marchait déjà bien. La loi des compromis nous enseigne aussi une vérité sur le timing de nos décisions. Le bon moment pour faire un compromis difficile est rarement quand on y est forcé par les circonstances. Le meilleur moment est quand on choisit librement et proactivement de lâcher ce qui appartient à hier pour saisir ce qui appartient à demain. Ceux qui attendent d'être forcés à changer subissent le compromis. Ceux qui choisissent proactivement de changer l'utilisent comme un tremplin vers leur prochain niveau. En définitive, la loi des compromis nous invite à nous poser régulièrement cette question courageuse. Qu'est-ce que je dois abandonner pour continuer à grandir ? Pas ce que je veux abandonner, pas ce qui est facile à lâcher, mais ce qui est vraiment nécessaire de laisser partir pour que ma croissance continue.
La réponse à cette question honnête est souvent le chemin le plus direct vers le prochain niveau de notre potentiel. Merci d'écouter ce résumé transformateur sur Succès Livre Audio. La suite et la conclusion de ce voyage extraordinaire de croissance t'attendent dans la dernière partie. La 12e loi est celle de la curiosité. La croissance est stimulée en se demandant pourquoi. Lorsque j'étais étudiant en première année de psychologie, on nous fit passer un test de créativité. Le résultat fut pour moi une surprise amère et déstabilisante. J'avais obtenu l'un des pires scores de toute la classe. À première vue, cela pouvait sembler anodin et sans conséquence. Après tout, beaucoup de gens ne sont pas particulièrement créatifs dans leur vie. Mais pour moi, c'était grave et menaçant. Je savais avec certitude que je voulais parler en public, enseigner et inspirer des foules. Et quoi de pire qu'un orateur ennuyeux qui ne sait pas captiver son auditoire? Heureusement, je possédais une autre qualité profonde qui m'avait toujours accompagné depuis l'enfance, la curiosité insatiable. Depuis mes jeunes années, elle me poussait hors du lit avant l'aube, de peur de manquer quelque chose d'intéressant. Tandis que mes camarades s'attardaient dans le sommeil confortable, je cherchais déjà à observer, écouter et apprendre tout ce qui m'entourait. Je décidai de m'appuyer sur ce trait naturel pour compenser ma faiblesse créative. J'entrepris de collecter des citations remarquables, des histoires captivantes et des idées marquantes. Je me dis alors que si je ne voulais pas être ennuyeux, je devais citer des gens qui ne l'étaient pas. Pendant des années, je remplis des carnets entiers de phrases drôles, profondes ou inspirantes. Mais quelque chose d'inattendu se produisit progressivement. Je commençais à m'interroger sur ce qui rendait ces paroles si vivantes et si puissantes. Pourquoi faisaient-elles rire? Pourquoi touchaient-elles si profondément les cœurs? Pourquoi restaient-elles gravées dans les mémoires longtemps après avoir été entendues? Peu à peu, je me surpris à modeler mes propres idées de la même manière que ces maîtres de la communication. Ma façon de communiquer changea de niveau et plus. Encore, ma croissance intérieure s'en trouva profondément stimulée. La curiosité ouvre des portes magnifiques. Elle nous entraîne au-delà de l'ordinaire et de l'habituel. Elle enflamme l'imagination et nous fait entrevoir des connexions invisibles que d'autres n'osent pas explorer. Albert Einstein, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, confiait que ses découvertes révolutionnaires n'étaient pas dues à son intelligence supérieure, mais à sa curiosité insatiable et à son imagination sans limite. Voilà une leçon précieuse pour chacun d'entre nous. Au fil du temps, j'ai appris que cette disposition merveilleuse n'était pas réservée à quelques privilégiés nés avec elle. Elle pouvait se cultiver délibérément. Encore fallait-il le vouloir sincèrement. La première étape consiste à croire que l'on peut être curieux, à se donner pleinement la permission d'apprendre et de grandir sans limite. C'est l'état d'esprit précieux du débutant. Poser des questions sans honte, s'étonner sincèrement, accepter de ne pas tout savoir. Là où celui qui sait tout se ferme hermétiquement, le curieux s'ouvre et découvre. Là où l'expert cherche à paraître compétent, le débutant s'autorise librement à explorer des territoires nouveaux. Je découvris aussi que la curiosité est contagieuse et communicative. Marcher avec des gens avides de découvertes nous empêche de nous arrêter en chemin et de nous satisfaire du déjà connu. Je fis de la curiosité une règle de vie permanente. Chaque jour, j'essayais d'apprendre quelque chose de nouveau et de significatif, de transformer mes échecs en leçons précieuses, de remettre en question mes certitudes confortables. Je compris qu'il n'existait pas une seule réponse définitive à un problème complexe, mais une multitude de pistes à explorer. L'histoire de Richard Feynman, prix Nobel de physique, me conforta dans cette conviction profonde. Cet homme remarquable n'avait pas un quotient intellectuel exceptionnel, mais il possédait une curiosité sans bornes et une joie de découvrir qui illuminait tout ce qu'il touchait. Enfant, il démontait des radios, construisait des circuits et explorait les mystères des mathématiques par simple plaisir du jeu.
Pour lui, absolument tout était matière à question et à émerveillement. C'est là le pouvoir transformateur de la curiosité. Elle est le remède souverain à l'ennui et le moteur incomparable d'une vie de croissance perpétuelle. La 13e loi est celle de la modélisation. Il est difficile de vraiment s'améliorer quand tu n'as personne d'autre que toi-même à suivre comme exemple. En cherchant à tracer ma route vers la croissance, je me heurtais sans cesse au même mur frustrant. Personne autour de moi ne semblait avoir un plan de développement personnel clair et structuré. Ce manque me poussa à acheter le kit de Kurt Campmere, un simple outil, mais qui eut pour moi l'effet d'un véritable déclencheur de vie. Mes débuts furent hésitants et tâtonnants. J'apprenais par essai et erreur, avançant d'un pas incertain et souvent désordonné. Mais une chose était sûre et ferme. J'avais décidé que ma croissance personnelle serait ma priorité absolue, numéro 1. Au départ, je consommais tout ce qui attirait mon attention, comme un voyageur affamé. Mais je réalisais vite que cette dispersion ne me donnait pas l'élan espéré. Le jour où j'ai compris que je devais concentrer mes efforts sur mes points forts réels, le leadership, les relations humaines et la communication, fut un tournant décisif. À partir de ce moment précis, ma croissance prit une vitesse remarquable. J'apprenais aussi à glaner l'essentiel, à prendre des notes soigneuses, à résumer les idées clés, à relever les citations les plus percutantes et surtout à mettre en pratique immédiatement ce que j'apprenais. Ces disciplines quotidiennes m'accompagnent encore aujourd'hui, des décennies plus tard. Mais une prise de conscience s'imposa bientôt à moi avec clarté. La croissance en solitaire a ses limites infranchissables. Sans mentor vivant, sans modèle de chair et d'os, je ne pourrais aller que jusqu'à un certain point limité. Mes premiers guides, je les ai trouvés dans les pages des livres précieux. Dale Carnegie m'enseigna l'art délicat des relations humaines. James Allen me montra le pouvoir transformateur de mes pensées. Oswald Sanders m'ouvrit à l'importance cruciale du leadership authentique. Mais les livres, aussi précieux soient-ils, ne suffisent pas à un moment donné. Il faut rencontrer des mentors vivants, des modèles dont la vie parle autant que leurs écrits inspirants. J'eus ce privilège avec des hommes comme Zig Ziglar, Fred Smith ou John Wooden. Certains furent des trésors inestimables, d'autres des déceptions instructives. Car tous ceux qui paraissent brillants de loin ne le sont pas nécessairement de près et dans la vie quotidienne. Au fil du temps, j'ai appris à reconnaître les qualités essentielles d'un vrai mentor. Un bon mentor est d'abord un exemple digne d'imitation, car nous devenons semblables à ce que nous suivons constamment. Il est aussi disponible et accessible, prêt à offrir son temps précieux. Il a une expérience éprouvée et transmissible. Il possède la sagesse rare de savoir où agir pour tout remettre en mouvement. Enfin, il apporte amitié et soutien chaleureux, car la connaissance sans amour reste froide et stérile. En regardant en arrière avec gratitude, je reconnais que les plus grandes richesses de ma vie furent les personnes qui m'ont guidé, conseillé et soutenu dans les moments décisifs. Mes parents m'ont transmis l'intégrité fondamentale. Zig Ziglar m'a ouvert au développement personnel. Fred Smith a affiné mes compétences en leadership. À chaque étape cruciale, un mentor a fait la différence décisive. Personne ne peut atteindre son plein potentiel seul. Nous avons tous besoin d'un modèle, d'une voix plus expérimentée qui nous accompagne. La 14e loi est celle de l'expansion. La croissance augmente toujours ta capacité bien au-delà de ce que tu imagines. Il y a au fond de chacun de nous un espace inexploré et immense. La plupart des hommes n'en cultivent qu'un coin minuscule en laissant le reste à l'abandon. Les experts affirment que nous n'utilisons en moyenne qu'une fraction infime de notre potentiel réel. Si cela est vrai, alors nous portons tous en nous des réserves de possibilités immenses mais profondément endormies. Le problème n'est pas que nous manquions de force ou d'intelligence naturelle, mais que nous nous arrêtons trop tôt, persuadés que nous touchons déjà à nos limites alors qu'il n'en est rien.
Or, ces limites ne sont souvent que des illusions que nous avons créées et que nous entretenons. J'ai moi-même cru au début de ma carrière que la clé pour avancer résidait simplement dans le travail acharné et les longues heures. Mais en voyageant dans certains pays, j'ai découvert des hommes et des femmes qui travaillaient du matin au soir, bien plus dur que je ne l'avais jamais fait, sans pourtant voir le fruit tangible de leurs efforts. Ce fut une révélation profonde. Travailler plus n'est pas toujours travailler mieux, ni plus intelligemment. L'acharnement brut ne suffit pas. La vraie question n'est pas « puis-je travailler davantage ?», mais bien « qu'est-ce qui fonctionne réellement pour moi ?» Voilà la clé véritable de l'expansion. Trop de gens passent leur existence à se demander « puis-je faire cela ?», comme si cette petite phrase devait décider de leur destin entier. Elle enferme, elle limite et elle étouffe le potentiel. La vraie question libératrice est « comment puis-je ?» Car comment suppose qu'un chemin existe, même s'il reste encore à découvrir et à créer. Cette simple différence dans la formulation change tout dans l'approche de la vie. Michel-Ange, voyant les premiers dessins du jeune Raphaël, y inscrivit un mot en lettres de craie, amplius, plus grand. C'est ce que nous devons apprendre à nous dire à nous-mêmes chaque matin. La croissance est un chemin permanent d'élargissement et de dépassement. Elle nous appelle à sortir du confort, à faire plus que prévu, à répéter chaque jour ce qui est important avec constance et conviction. Et si tu te demandais aujourd'hui « Que ferais-je si je savais que je ne pouvais pas échouer ?» Que répondrait ton cœur le plus profond? La 15e et dernière loi est celle de la contribution. Grandir te permet de faire grandir les autres, et c'est là le sens ultime de toute croissance. Quand j'ai commencé mon parcours de croissance il y a 40 ans après ma conversation fondatrice avec Kurt Campmere, je ne savais pas du tout où cela me mènerait. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de grandir et que cela exigerait une intention ferme et constante. Au début, ma motivation était simple, presque égoïste. Je voulais réussir pour moi-même. J'avais des objectifs précis, des jalons à franchir, une ambition brûlante. Mais au fil du chemin parcouru, une vérité transformatrice s'est révélée à moi. Ma croissance personnelle ne s'arrêtait pas à moi seul. Elle ouvrait aussi des portes précieuses aux autres et créait de la valeur autour de moi. Ce que j'apprenais et ce que je devenait une source d'inspiration pour ceux qui m'entouraient. C'est ainsi que la réussite a pris une autre dimension, plus profonde et plus satisfaisante. Non plus seulement atteindre mes propres buts, mais contribuer généreusement à ceux des autres. Et dans ce partage sincère, j'ai trouvé la plus grande joie de l'existence humaine. Mon désir d'apporter de la valeur aux autres remonte à mon adolescence. Je me souviens avoir lu l'histoire de Benjamin Franklin qui disait « Je préférerais qu'on dise de moi « il a vécu utilement » plutôt que « il est mort riche ». Ce n'était pas que des mots pour lui, c'était un principe de vie incarné. Quand il inventa le poêle Franklin, il aurait pu le breveter et s'assurer une fortune considérable. Mais il choisit de l'offrir au monde sans rien attendre en retour. Cette vision généreuse de la vie m'a profondément marqué. Chaque matin, il se demandait « quel bien vais-je faire aujourd'hui ?» et chaque soir « quel bien ai-je fait aujourd'hui ?» Cette habitude simple mais puissante m'a inspiré à devenir intentionnel dans ma façon de contribuer chaque jour. Plus tard, une expérience bouleversante a renforcé cette conviction profonde. En 1998, alors que je me débattais avec les suites d'une crise cardiaque, je n'avais pas peur de mourir. Je pensais seulement à m'assurer que mes proches sachent combien je les aimais et que je n'avais pas encore fini d'apporter ma contribution au monde. J'avais encore beaucoup à donner et cela me donnait la force de continuer. De mon père, j'ai retenu cette leçon magnifique. Il faut être une rivière et non un réservoir. Une rivière reçoit pour donner et faire vivre tout ce qu'elle traverse. Un réservoir garde pour lui et finit par croupir.
Le secret d'une vie véritablement abondante est de faire circuler librement ce que l'on reçoit avec générosité et joie. Vivre selon la loi de la contribution, c'est s'engager à grandir non seulement pour soi, mais pour élever les autres vers leur propre potentiel. C'est être reconnaissant, car sans gratitude sincère, il n'y a pas de générosité authentique. C'est placer les personnes avant les projets, car les choses disparaissent, mais les vies transformées demeurent. C'est définir le succès non par la récolte que l'on engrange, mais par les graines que l'on sème dans la vie des autres. Et surtout, ne jamais cesser de grandir soi-même afin de ne jamais cesser de donner et d'inspirer. Jim Rohn, l'un de mes plus grands exemples de vie, disait « Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre propre développement ». Il l'a incarné toute sa vie et son influence continue d'élever des millions de personnes longtemps après lui. Grandir soi-même pour faire grandir les autres. Voilà la véritable loi de la contribution. Voilà le sens profond d'une vie pleinement utile et accomplie. Merci d'avoir accompagné ce résumé complet jusqu'à la fin sur Succès Livre Audio. Si ce contenu t'a inspiré et apporté de la valeur, abonne-toi, partage et laisse un commentaire pour que d'autres puissent aussi grandir. À très bientôt pour de nouveaux résumés qui transforment les vies.